Alors ici, l'objet est de s'intéresser à la manière dont on projette les vecteurs force. Vous avez ici le récapitulatif de toutes les forces qui sont au programme, donc le poids ou son autre expression par le biais de la force gravitationnelle, la poussée d'Archimède, la force de rappel d'un ressort, la tension d'un fil, la réaction du support, les forces de frottement fluide, la force électrique et puis son homologue, la force de Coulomb, et puis la force pressante. Ce qu'il est important de comprendre, c'est que projeter un vecteur force, c'est avant tout projeter le vecteur de son expression mathématique. Vous voyez qu'ici, elles sont entourées en rouge, toutes ces composantes vectorielles. Donc on voit qu'elles ont différentes formes, ça peut être G, un U avec des indices, un vecteur vitesse. Donc on va voir que finalement ça se décompose en trois catégories de forces, toutes celles qui dépendent d'un vecteur unitaire, donc notées soit U, soit N, soit T. Ensuite, nous avons toutes celles qui dépendent d'un vecteur champ, au programme on n'en a que deux, le champ gravitationnel et le champ électrique, donc G et E. Et puis le troisième cas, c'est le cas où la force dépend du vecteur vitesse, qui est un cas particulier. Pour le cas du vecteur unitaire, donc pour mémoire, par définition, la norme d'un vecteur unitaire, ça vaut 1. Donc si je projette ce vecteur unitaire dans un repère cartésien à deux dimensions, avec x et y pour coordonnées, dans ce cas-là, on a, dans le cas général, une projection sur l'axe des abscisses qui vaut cosinus θ et sur l'axe des ordonnées qui vaut sinus θ. Alors c'est une situation qui est relativement rare, la plupart du temps dans un cas particulier. Donc on retrouve ici les quatre cas les plus fréquents, θ égale 0, ce qui correspond à un vecteur horizontal dirigé vers la droite, θ égale pi sur 2, vecteur unitaire vertical dirigé vers le haut, θ égale pi vecteur unitaire dirigé vers la gauche, et θ égale 3 pi sur 2, donc vecteur vertical dirigé vers le bas. Donc dans ce cas-là, les coordonnées sont très simples, puisque l'une des deux est nulle, et l'autre vaut plus ou moins 1 selon les cas. On va prendre un exemple, le cas de la force de rappel du ressort. Donc dans l'expression de F, on retrouve le vecteur unitaire, avec ici précisé en indice, du système vers le ressort. Donc sur le dessin, vous retrouvez donc, à ce niveau-là ce fameux vecteur unitaire. Donc si je reprends ce qui était fait à la page précédente, on voit que dans ce cas-là, ce vecteur unitaire, il admet pour coordonnées moins 1 sur l'axe des x et 0 sur l'axe des y. Et dans ce cas-là, donc vous voyez que projeter F revient à remplacer le vecteur U par ses coordonnées. Et donc si vous multipliez ce qui précède les coordonnées par les coordonnées, on retrouve la projection de ce vecteur force qui donne sur l'axe des x moins k facteur de L moins L0 et 0 sur l'axe des y. Un cas particulier, la base de Freinet. Alors ce qu'on appelle la base de Freinet, c'est l'utilisation du vecteur n et du vecteur t. Le vecteur n signifie normal à la surface ici de contact, et le vecteur t signifie tangentiel à la surface de contact. Alors ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ce type de dessin-là, n est toujours orienté du support vers le système et t est toujours orienté dans le sens contraire du déplacement du système, si celui-ci se déplace, parce que c'est une force de frottement qui va y être associée, ou alors du mouvement potentiel, c'est-à-dire qu'ici, on peut très bien imaginer que le cube est immobile sur le plan incliné. Dans ce cas-là, le mouvement qui serait susceptible d'avoir, c'est de descendre, et dans ce cas-là, donc t est orienté vers le haut. Là encore, si je reprends ce qui a été fait quelques pages avant, donc dans ce cas, n se décompose uniquement suivant y, donc suivant x, sa coordonnée c'est 0, et suivant y c'est plus 1. Et puis t se décompose uniquement suivant x, donc sa coordonnée suivant y vaut 0, par contre elle vaut moins 1 sur x, puisque le vecteur t est opposé à l'axe des x. Donc si je décompose le vecteur réaction du support, qui se décompose en une composante normale plus une composante tangentielle, je vais avoir cette composante normale qui est multipliée par n, mais n c'est un vecteur de coordonnées 0, 1. Et la composante tangentielle se décompose à l'aide de t, dont les coordonnées sont moins 1, 0. Et donc quand on multiplie, qu'on va au bout de la somme, on retrouve avec moins rt et plus rn dans notre cas de choix d'axe x et y. Deuxième cas de figure, on a maintenant affaire à des forces issues d'un
champs. Donc deux champs au programme, le champ gravitationnel et puis le champ électrique. Donc finalement ces vecteurs champs, on peut se ramener à un vecteur unitaire, c'est-à-dire que le vecteur champ gravitationnel, il est défini en termes de direction et de sens comme étant vertical, dirigé du haut vers le bas. Donc c'est le sens de cette notation U haut vers bas. Et de la même façon, le champ électrique est défini comme étant orienté des charges positives en direction des charges négatives. Donc à titre d'application, voilà un exemple d'une particule M qui serait placée à l'intérieur de ce condensateur. Cette particule possède une charge Q quelconque et une masse M quelconque. Donc si je projette les deux vecteurs champs pour G, ça revient donc à projeter le vecteur U dirigé du haut vers le bas. Donc un vecteur dirigé du haut vers le bas, il a donc pour coordonnées suivant x 0 et moins 1 suivant l'axe des y. Donc le vecteur g va donc admettre pour coordonnées 0 et moins g. De la même façon, E est orienté des charges plus vers les charges moins, ce vecteur unitaire est horizontal, donc sa coordonnée suivant y est nulle, et il est orienté dans le bon sens par rapport à l'axe des x, donc ici ce sera 1. Et donc on se retrouve avec un vecteur E qui admet pour coordonnées plus E et 0. Alors ce qui est intéressant, c'est que du coup, si je veux décomposer le poids ainsi que la force électrique, qui sont en fait des grandeurs qui sont exprimées à l'aide de ces vecteurs champs, il ne reste plus qu'à multiplier pour avoir le poids G, le vecteur G par la masse, et pour avoir la force électrique, il ne reste plus qu'à multiplier le vecteur E par la charge Q. Et donc on obtient dans le premier cas 0 et moins mg pour le poids, et pour le vecteur force électrique, on va obtenir plus Q fois E est 0. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où j'ai projeté E et G, finalement, l'expression que j'obtiens, c'est ce qu'on va voir sur le cas ici, est totalement indépendant du dessin. C'est-à-dire que j'ai affaire à une charge positive ou à une charge négative, finalement, ça ne change pas mon expression mathématique, ça ne change que le dessin. Alors il n'y a pas d'incohérence à ça, puisque si vous regardez ici, la force électrique est dirigée vers la droite, c'est-à-dire dans le bon sens par rapport à l'axe des x, mais comme Q est positif, Q fois E est positif, donc on est bien cohérent sur l'abscisse de f par rapport à l'orientation de l'axe des x et du vecteur f. Dans le dessin de droite, ici, Q est négatif. Donc ça veut dire que le terme Q fois E est négatif, et là encore, c'est cohérent avec le fait que l'abscisse de mon vecteur vitesse étant négatif, il est bien dirigé dans le sens contraire de l'axe des x, qui est cohérent avec mon dessin. Donc vous voyez qu'ici, il n'y a pas besoin de modifier l'expression que j'ai obtenue en fonction de la charge utilisée. Dernier cas, le cas dans lequel j'ai mon vecteur vitesse. Donc là, ici, on a la force de frottement fluide, dans lequel ici, la force est proportionnelle uniquement à la vitesse. Donc projeter f, c'est projeter le vecteur vitesse. Donc dans un repère cartésien à deux dimensions, le vecteur vitesse admet deux coordonnées, Vx, Vy, pour un mouvement quelconque. Alors après, évidemment, le déplacement peut être variable selon la situation. Donc l'interprétation que l'on fera, c'est que si Vx est positif, ça veut dire que le déplacement se fait de la gauche vers la droite. Si Vx est négatif, ça veut dire que le déplacement se fait de la droite vers la gauche. Si Vy est positif, ça veut dire que le déplacement se fait du bas vers le haut. Et si Vy est négatif, ça veut dire que le déplacement se fait du haut vers le bas. Donc si on applique ça à la force de frottement fluide, on voit qu'il suffit de multiplier le vecteur vitesse par moins k pour avoir l'expression de cette force de frottement. Donc on remplace le vecteur vitesse par ses coordonnées, donc finalement le vecteur force admet pour expression moins k fois Vx et moins k fois Vy. Donc là, pas de difficulté. À partir du moment où le mouvement est contraint, c'est-à-dire que on sait que le système se déplace suivant un axe unique. C'est le cas par exemple ici d'une voiture qui se déplace sur une route horizontale. Si cette route horizontale est orientée par l'axe des x, ça veut dire qu'en l'absence de mouvement suivant y,
il n'y a pas de composante de la vitesse suivant y, et donc pas de composante ici de la force suivant y. Et donc finalement, il n'y a qu'une seule coordonnée pour ce vecteur force, et pas deux comme dans le cas général. Alors les choses se compliquent un peu dans le cas de turbulence, parce que si on a un écoulement turbulent, les forces de frottement fluide deviennent proportionnelles au carré de la vitesse. Et se posera toujours le problème de l'orientation de ce vecteur vitesse, puisque ce vecteur vitesse est toujours opposé au déplacement. Donc une astuce mathématique pour contourner le problème du carré, qui rend tout positif, c'est de faire intervenir ici la valeur absolue de x. Donc cette valeur absolue étant toujours positive, ça veut dire que si j'écris moins k fois quelque chose de positif fois vx, j'ai bien un vecteur, enfin une coordonnée de f suivant l'axe des x qui est opposée au sens de la vitesse. Donc ça nous donne comme expression moins k facteur de valeur absolue de x fois vx et moins k valeur absolue de y vy. Donc pour être plus clair, on va prendre deux cas de figure. Ici, le cas d'un véhicule qui se déplace dans le bon sens par rapport à l'axe des x. Donc la coordonnée suivant y est nulle, donc on retrouve ici l'absence de valeur, enfin une valeur nulle pour l'ordonnée de cette force. Si je reprends l'expression qui est ici pour l'axe des x, donc on voit qu'on doit avoir moins k fois valeur absolue de vx fois vx. Ici, vx étant positif, valeur absolue de vx est donc égale à vx. Donc si je reprends cette expression, je peux donc enlever les valeurs absolues ici, et donc j'obtiens moins k facteur de vx fois vx, c'est-à-dire moins k facteur de vx au carré. Deuxième cas de figure. J'ai ici un système qui est en chute verticale, mettons que ce soit une balle. Vous voyez qu'ici le vecteur vitesse est dirigé vers le bas. S'il est dirigé vers le bas, ça veut dire que sa composante vy est négative. Donc la valeur absolue de vy qui doit être positive est donc égale à l'opposé de vy, si vy est négatif. Donc ça veut dire que valeur absolue de vy doit être remplacée par moins vy. Donc si je me reporte à ce niveau-là, ça veut dire que je vais avoir moins k facteur de cette valeur absolue qui devient moins vy fois vy. Le moins du moins vy avec le moins du moins k va faire ici un plus k facteur de vy au carré.